justement, Julia Kristeva, sur cette affaire de la liberté. Récemment, on parlait en marge du prix Simone de Beauvoir avec des filles de Ni putes ni soumises qui disaient qu'elles avaient envie qu'on fasse des actions dans les lycées, dans les collèges, pour expliquer, essayer de faire comprendre aux filles qui veulent se voiler volontairement, pour essayer de leur faire comprendre que c'est mon choix, c'est pas forcément une liberté. Oui, vous faites allusion à notre prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Il faut dire à nos amis qui nous écoutent ici que dans ce prix, dans le jury, il est représenté, le mouvement Ni putes ni soumises est représenté par la présidente Siliam Amchi, et elle nous a dit il y a quelque temps qu'elle aimerait, en sachant nos intérêts pour le thème de la liberté, elle aimerait qu'on fasse un mouvement à l'intérieur de l'éducation nationale et des universités pour que les jeunes femmes et les jeunes gens se posent la question de qu'est-ce qu'une femme libre aujourd'hui et quelle est la difficulté qu'elle rencontre. Pas seulement dans les banlieues, mais un peu partout. Parce que, nous disent-elles, aujourd'hui on a du mal à penser la liberté dans sa complexité. Quand je parle de la littérature, je ne pense pas au fétiche qui va passer sur la chaîne machin et qui va se vendre, etc. Je pense à l'expérience intérieure qui est cristallisée dans ces romans de Beauvoir et qui sont le moteur de son action politique. Eh bien, ce que nous disait Silem, mais les gens ne savent pas du tout ce que c'est maintenant cette expérience intérieure qui passe par la sexualité, qui passe par les affects, qui passe par l'expérience de la mort de sa mère, la mort de Sartre, la rupture amoureuse, toutes ces choses-là qui paraissent être complètement infinitésimales et intimes, mais qui alimentent, qui sont vraiment l'alchimie, le fond de l'alchimie noire du vase politique. Et qu'est-ce qu'elles disent alors, les jeunes filles? Elles disent j'ai choisi le voile. Je ne sais pas ce que c'est être libre, mais c'est mon choix. Eh bien, ouvrir l'espace de pensée et dépasser ce genre d'études commerciales. On n'est pas dans un supermarché où je choisis la marque X contre les marques Y. Ouvrez votre espace intérieur et essayez de penser à partir de votre sexualité, à partir de vos affects, qu'est-ce qui vous motive dans une position sociale. Mais puisqu'on me donnait la parole, je voudrais dire deux choses à propos de Beauvoir et de la part de quelqu'un qui ne la connaît que par ses écrits. Je crois que c'était dans Tout compte fait, je suis tombée sur un échange qu'elle a avec Jean Genet. Et il parle de Rembrandt. Et Jean Genet lui dit mais Rembrandt le dernier Rembrandt est formidable. Pourquoi c'est formidable? Parce qu'il a su dépasser sa superbe en bonté. Et comment elle a dépassé? Parce qu'il a établi l'écran qui sépare sa vie intérieure du monde. Et je pense toujours à cela, parce que Beauvoir a l'air très fasciné par cette explication. Comment on peut dépasser l'écran qui dépasse notre vie intérieure du monde. Et je pense qu'elle a fait ça constamment dans sa vie. Elle a creusé sa vie intérieure, elle est entrée dans la vie du monde avec sa vie militante, avec sa vie journalistique, avec sa vie d'enseignante, mais elle a réussi à faire de cet écran une membrane transparente, de passer de l'un à l'autre en permanence. Et c'est ça qui fait les fondatrices. Sinon, elle aurait été militante, elle aurait été femme politique, elle aurait été Thatcher, je sais pas, ou Hillary Clinton, ou ce que vous voulez. Mais cette espèce de passer l'écran qui sépare l'intérieur de l'extérieur, je crois que c'est à ça qu'elle nous invite. Et il y a beaucoup de féministes qui vont laisser sans doute un nom parce qu'elles se sont battues pour les droits. Mais elle a fait beaucoup plus que se battre pour les droits. Elle a essayé de faire entrer ce combat dans l'intimité de chacune. Et c'est en ça que le mouvement féministe est tout à fait nouveau. Et c'est un ferment de civilisation. C'est un ferment, pas de changement politique seulement, mais de civilisation. Et c'est pourquoi je dis, elle a fait une révolution anthropologique. Et elle a fait des femmes les fers de lance de cette révolution anthropologique où le social est changé à partir de l'intime. Comment elle arrive à cela? Je crois qu'elle est une grande héritière de la tradition occidentale, mais occidentale au sens universel, justement, du terme.
en se basant sur son excellente connaissance de la philosophie, du christianisme. Il ne faut pas oublier ça, c'est une catholique en rupture de banc. Mais elle est une catholique en rupture de banc qui sait que le verbe est un antidépresseur. C'est une femme qui parlait beaucoup. Si vous lisez les confidences des uns et des autres, y compris Lanzmann, vous allez voir combien elle n'arrête pas de parler, comme elle n'arrête pas de bouger. Cette espèce de fébrilité dans le verbe et cette énergie d'avaler des espaces, c'est une espèce d'énergie qui se symbolise par la parole. Et c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de cette culture. Mais qu'est-ce qu'elle fait de cette histoire de cette culture? Elle la réfère évidemment à l'universel. Il y a des lois, il y a des vérités, il y a une morale qui est toujours ambiguë, mais qu'il faudrait que nous puissions assumer. Et cet universel-là, c'est aussi l'universel des Lumières qui fait que cette recherche de la vérité s'exprime sous une forme politique à travers des droits. Simplement, elle ne se tient pas là. Elle dit cet universalisme, il est connoté masculin. C'est le grand homme. Et elle n'arrête pas de lui rendre un culte à ce grand homme, y compris à travers le culte à son petit cher philosophe, pour lequel elle a énormément d'affection, évidemment, et un peu de cruauté dans la cérémonie des adieux. Ça, il faut bien le reconnaître. Il a des phrases et des images qui ne sont pas d'une grande tendresse, mais c'est sa vérité. Et plus que cela, elle a une... ce que Colette, qui est presque sa contemporaine, et Beauvoir aimait beaucoup Colette, appelait un hermaphroditisme mental. Donc sa bisexualité psychique et réelle est une manière à la fois d'assumer l'universalité et de la conjuguer de manière telle et de manière tellement singulière qu'elle ouvre la voie à toute la reconnaissance de l'homosexualité féminine, des queer studies, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui ouvre des perspectives qui sont bien au-delà de l'universalisme, qui déconstruit l'universalisme figé. Question maternité. On va lui chercher beaucoup de noises sur la maternité. Et c'est vrai qu'il y a des phrases dans le deuxième sexe qui correspondent à une certaine vision de la maternité qui est la vision esclavagiste et qui est réelle parce que toutes ces femmes qui mouraient en couche et qui étaient obligées d'être mères sans le désirer, c'est une réalité. Mais elle va jusqu'à dire que l'enfant est un polype qui mange la femme, qui la détruit, etc. Donc ça va dans quelque chose qui est inacceptable pour celles qui, héritant du droit à la pilule, peuvent choisir la maternité. Donc il y a de nouvelles maternités qui se construisent aujourd'hui. Et je dis pour finir que l'universalisme auquel elle nous conduit est un universalisme pluriel, qui est maintenant, avec les métaphores cosmogoniques qui nous permettent de penser, on ne parle plus d'univers. Il paraît que notre monde n'est pas universel avec des lois qui sont partout pareilles. On parle d'un multivers. Donc il y a des lois qui sont générales, mais qui se conjuguent de manière différente dans chacun de nous. Eh bien, elle ouvre cette voie vers ce pluralisme des cultures, des individus, des choix sexuels. Et ça, elle le fait parce que, je vais plaider un peu pour ma paroisse, qui est la psychanalyse, comme certains d'entre vous le savent. Elle, qui était très critique contre Freud par moments, notamment pour son côté paternaliste, etc., elle finit par dire qu'il y a quelques hommes qu'elle a beaucoup adorés, et un de ceux qu'elle a adoré chaleureusement, c'est Freud. C'est tout à fait extraordinaire. Et pourquoi? Parce que Freud lui a appris que le sexe, c'est le corps vécu par le sujet. Et donc, c'est le corps vécu par le sujet, c'est ce qu'elle fait dans cette espèce d'analyse permanente que sont ses romans et qu'elle finit par nous livrer aussi par l'analyse des rêves qu'elle va faire. Parce qu'on ne sait pas que, peut-être beaucoup d'entre vous ne l'ont pas lu, dans une grande partie de Tout compte fait, elle consacre le livre à des récits de ses rêves où elle se dénude complètement, elle se montre dans ses faiblesses et elle n'a pas peur de le faire. Et ça, c'est quelque chose que je crois un acte courageux qui fait que, en la connaissant dans cette pluralité-là, nous ne pouvons pas faire d'elle une cheftaine. Ce n'est pas du tout une idole. Ce n'est pas quelqu'un sur piédestal. Elle empêche la sacralisation et c'est peut-être un des grands cadeaux qu'elle peut faire à notre génération.
Je voudrais passer la parole à Liliane, mais juste avant, je voudrais quand même dire que, puisque vous dites que grâce à la pilule, on peut choisir d'être mère, on peut aussi choisir de ne pas l'être. Et j'ai constaté par expérience, puisque j'ai refusé de l'être, qu'il est de nouveau, ou encore, assez peu admis qu'on fasse ce choix-là. De ne pas être mère. Moi, j'ai participé il y a un an à un colloque avec des psychanalystes et René Friedman, où une de mes amies a fait un exposé sur le fait qu'on a le droit de ne pas choisir d'être mère. Ce qui n'empêche pas qu'on se pose des questions, et c'est une des parties essentielles de recherche psychanalytique aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qu'une mère. Nous sommes la sécularisation, nous sommes la seule civilisation qui n'a pas de discours sur la maternité. Beauvoir n'a pas tout fait. On peut voir qu'il n'y a pas de discours sur la maternité chez elle. Ce n'est pas une raison pour l'incriminer contre cela. Et moi, je ne suis pas de ces différentialistes qui lui cherchent noise là-dessus. Je dis simplement que c'est un endroit qui n'est de l'expérience féminine qui n'est pas exploré chez elle et qu'elle nous laisse. Elle nous laisse le droit et la difficulté de le faire. Mais ça ajoute un monde en plus de cette féminité ou de cette humanité dans ce qu'elle est plurivers, c'est-à-dire complètement différenciée, et on peut avoir des choix différents à faire. Mais sa bonté consiste justement à nous montrer ces différences-là et à nous inviter de les hériter. Eliane ? Oui, simplement pour casser un peu l'icône Beauvoir, il faut bien savoir que dans les années 75-76, elle disait, par exemple, à Alice Schwarzer, qui l'interrogeait sur la psychanalyse, s'il fallait refaire le deuxième sexe, mais moi je ne le ferai pas, peut-être, j'espère que vous le ferez, il faudrait vraiment tout reprendre d'un point de vue de femme, mais je pense que la psychanalyse est importante. Elle disait d'ailleurs exactement à la même époque que, bien entendu, si dans les années 30, elle avait décidé qu'elle ne voulait pas être mère, elle pensait que les choses avaient suffisamment changé pour qu'elle puisse l'être. Mais je pense surtout par rapport à ce que vous dites, Julia, ou ce qu'a dit Caroline aussi, je pense qu'il faut la regarder un peu sur, disons, dans l'histoire longue de la modernité. Il y a, on sait, les trois grands piliers de la modernité à partir du XIXe siècle, que sont le socialisme, la psychanalyse et le féminisme, qui ont changé d'une certaine façon, en bien ou en mal, peu importe, mais qui ont changé radicalement la façon dont les gens se pensaient, dont nous pensions, dont nous vivions, qui ont changé la nature du lien social, quelquefois des gouvernements. Il y a quand même aujourd'hui encore énormément 1 milliard de Chinois, par exemple, qui vivent sous un gouvernement qui se dit communiste. Et qui ont changé, en ce qui concerne la psychanalyse et le féminisme, les rapports que chacun a avec soi-même. Si on regarde bien, ce sont vraiment les trois piliers de ce qu'a été la modernité. Elles ont une figure chacune. Marx, Freud, Simone de Beauvoir. Simplement, ce qu'est l'exception Beauvoir, je ne vais pas développer ce que vous avez tout dit, c'est que, précisément, elle n'est pas seulement un auteur dont la théorie a bouleversé le monde. Elle n'est pas... Supposez juste une seconde, on s'est posé la question il n'y a pas longtemps, qu'elle ait écrit le deuxième sexe et que par ailleurs, parce que c'est plus commode, parce que quand même il faut bien vivre, parce que tout compte fait, pourquoi pas, elle a épousé Sartre et qu'elle a élevé avec lui 2 ou 3 enfants. Ça aurait pu se faire après tout. Il y a des tas de formidables théoriciens. Marx n'est pas parti vivre en usine. On aurait continué à considérer qu'elle avait commis une œuvre magistrale et on aurait pensé que c'était quand même pas si facile que ça à vivre. Et inversement, Caroline l'a dit, d'autres l'ont dit, il y a eu des femmes libres. Il y a eu des femmes libres qui pensaient leur liberté. George Sand, par exemple.
ce qui est exceptionnel chez Beauvoir, c'est qu'elle a réussi à incarner à la fois sa pensée et sa liberté dans une œuvre et dans une vie. Et si vous saviez à quel point tous les témoignages que nous avons vus, que nous avons regardés ensemble, disent presque tous, écoutez, je ne peux pas dissocier la vie de Beauvoir de son œuvre. J'ai été d'abord, c'est Michel Perrault qui le dit ça, d'abord pendant des années, elle a été un modèle pour nous toutes, même quand nous ne l'avions pas lu. D'autres disent, j'ai lu Le Deuxième Sexe et ça m'a permis de ne pas devenir folle. Mais d'une certaine façon, c'est, me semble-t-il, la seule intellectuelle, la seule femme politique, enfin appelez-la comme vous voulez, qui arrive à rendre totalement indissociable la vie et l'œuvre. Quand j'ai vu très très tard que le titre des hors-séries du Monde, le titre général, c'est Une vie, une œuvre, je me suis dit que tous ceux qui avaient préparé les numéros qui nous avaient précédés, Lévi-Strauss, Camus, Morin, etc., avaient eu beaucoup de chance parce qu'ils arrivaient à séparer l'un de l'autre. Nous, on a eu beaucoup de mal, Josiane et moi, à tout mettre en pleurant parce qu'on n'a pas pu tout mettre, parce que quand même, 120 pages, c'est pas assez. On a coupé 43 pages. Et je voudrais juste ajouter que quand Josiane m'a annoncé qu'elle faisait ce numéro, j'étais enthousiaste. Quand elle m'a donné le format, 120 pages... 124, ne sois pas si modeste, 124. Le côté assez rigide, puisqu'ils sont tous organisés de la même façon. Et quand il s'agit de Beauvoir, c'est un lit de Proclus de la faire entrer là-dedans. Et les délais, je lui ai dit, c'est mission impossible. Et c'était mission impossible sans la ténacité, sans l'incroyable capacité que Josiane Savigno a de mener de front 2 ou 3 ou 4 activités en même temps, de les faire toutes bien et de les mener on est là à pour terme. parler de Simone de Beauvoir, Ce pas de numéro moi. n'était pas possible. Voilà, je pense qu'il faut le dire parce que je n'aurais jamais pensé que ça puisse se faire, comme ça a été fait. Et merci Josiane Savigno. Merci Lilia. Caroline ? Voilà, c'est le problème d'avoir tenu une chronique dans les temps modernes sous Simone de Beauvoir. Pour Liliane, désormais, quand on lui demande quelque chose en dehors de ces conditions-là, et c'est ça qui est amusant aussi, d'ailleurs, comment évoluent les revues, parce que les chroniques du sexisme ordinaire à l'époque où tu les tenais, où un certain nombre vous les animiez, vous étiez dans une immense période de déconstruction en tout, de déconstruction même des formats, de déconstruction de la forme, de la façon de penser les choses, etc. Et après, il y a dans l'après les années 70, il y a quelque chose qui est là pour le coup une vraie rupture, je crois, générationnelle et un vrai changement. C'est qu'autant il y a une continuité sur le fond, il y a une continuité sur l'objectif poursuivi. Mais c'est vrai que par exemple, on voit, je réalise en t'entendant parler de la relation à Simone de Beauvoir et au temps moderne, qu'évidemment, par exemple, dans une revue comme Pro-Choix, là, on est dans une culture de revue complètement différente, peut-être imposée aussi par le principe du temps et le manque de temps consacré, etc. Mais on n'est plus dans l'époque où... moi, je suis toujours fascinée quand un groupe féministe fait un numéro, fait un dossier, ça c'est ma formation de journaliste et non pas de féministe qui parle, du besoin de collectif et de surcollectif et de négociation et de discussion pour arriver à quelque chose ensemble. Ce qui est fascinant, mais qui me donne un aperçu de ce que ça a dû être dans les années 70. Parce que je me dis, si aujourd'hui, c'est une telle entreprise pour mener à bien une entreprise collective, dans les années 70, avec les courants qu'il y avait, avec les sensibilités, avec l'ébullition, ça devait être un truc quand même absolument incroyable. Et là où ce bouillonnement a quand même bouleversé le monde, et là où il est particulièrement vrai que dans le cas de Simone de Beauvoir, on ne peut pas dissocier la vie de l'œuvre et le modèle de ce qu'elle a écrit, c'est que contrairement à des intellectuels qui vont écrire sur le colonialisme, qui vont écrire justement sur des grands sujets de société, sur des grandes causes, mais qui sont des causes qui peuvent rester extérieures à soi, qu'on peut aborder de façon théorique, le féminisme, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une révolution intime. C'est une révolution anthropologique. On ne peut pas faire comme si c'était un objet à côté de soi.
on se le prend forcément en pleine figure, et c'est d'ailleurs le passage où on devient femme. On devient femme quand on l'est dans le regard de tout le monde, quand on l'est dans le regard des autres, quand on finit par comprendre que ça va être toute sa vie, et que c'est visiblement une catégorie, et que si on ne s'est pas tout à fait à l'aise avec cette catégorie-là, va bien falloir quand même la négocier dans un sens ou dans un autre. Et ça, malgré, alors pour le coup, tout le pluralisme qui peut exister au sein du féminisme, effectivement, aujourd'hui, je pense que notamment les combats qui, à mon avis, sont majeurs, entre notamment plutôt différentialistes ou plutôt dans la déconstruction de la différence des sexes, on est au cœur là d'une révolution, et tout ce que nous vivons, notamment en termes de retour de bâton intégriste, de réveil religieux, n'est que la conséquence de ce tremblement de terre. C'est parce que les féministes ont fait, et partout dans le monde, chacune à des niveaux différents, en faisant baisser le nombre d'enfants par femme, en étant un tout petit peu plus dans le fait d'assumer son désir, partout où les femmes ont grignoté ou ont défait un tout petit peu du système qui est le patriarcat et la domination masculine, il y a quelque chose qui se fissure, qui tremble. Il y a des hommes qui ont besoin de récupérer leurs privilèges d'une façon ou d'une autre. Quand je dis les hommes, que j'emploie comme catégorie des dominants, parce qu'avec les dominants, il y a évidemment ceux qui y collaborent, ceux qui y trouvent de l'intérêt, et il y a des femmes qui sont dominantes, effectivement, ou qui sont complices de la domination, ce qui est encore différent. Mais ça n'a rien à voir avec le féminin et le masculin. Et là aussi, c'est une des confusions qui est souvent faite. C'est pas parce que le genre masculin est associé à la domination masculine que la transgression des genres ou le fait d'être dans le genre masculin serait de s'approcher de la complicité avec la domination. Alors c'est qu'on n'a pas assez analysé ce que c'était que profondément la domination masculine, à mon avis. Et donc dans ce tremblement de terre aujourd'hui qui nous touche tous, forcément qu'on a envie de s'inspirer de Simone de Beauvoir comme modèle pour le coup, parce que si effectivement elle s'était finalement mariée, si évidemment elle avait fait des enfants, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas évidemment être féministe et ne pas faire des enfants, mais en tout cas, elle était obligée d'être en accord avec ça, alors qu'effectivement, Marx pouvait certainement se tenir un peu plus loin de son objet de révolution. C'était plus loin, l'usine, c'est plus loin que le corps, toujours. Et néanmoins, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable, parce que c'est ça qui est la beauté de l'être humain, de s'approprier comme si l'usine, c'était son corps. Par un effort théorique, par un effort intellectuel, il y a des hommes qui sont plus féministes que des femmes, et il y a des bourgeois qui sont plus pour l'égalité sociale que des ouvriers. Et ça, c'est aussi la magie du fait qu'on n'est pas déterminé ni par nos hormones, ni par notre vécu, par notre vécu si, mais ni par le lieu de notre naissance, ni par notre famille, mais par ce qu'on veut être, qui on veut être. Et dans le qui elle a voulu être, Simone de Beauvoir a tracé un chemin qui, pour le coup, dans sa vie personnelle, est encore très 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 loin d'être un rêve accessible à beaucoup. On parlait du fait le retour de la culpabilité sur la non-maternité, ça fait partie des choses, des grandes résistances à la révolution anthropologique quand même. Le fait de la liberté sexuelle n'est pas, de ce côté-ci en tout cas, n'est pas en train de progresser. Même dans les pays du Nord, la liberté sexuelle n'est pas en train de progresser. On n'a pas encore assumé tout ce que ça voulait dire comme façon d'être au monde, comme droit à repousser certaines frontières, certaines barrières, comme façon d'affiner le consentement. On s'est contenté de dire on a le droit de divorcer, oui, on n'est pas obligé d'être marié toute sa vie, mais après, il faut continuer à travailler sur c'est quoi les nouveaux rapports de séduction, c'est quoi les nouveaux rapports de consentement. Et là-dessus, au moment où on est en train d'affiner, au moment où certains sont en train d'affiner là-dessus, d'autres partent complètement en arrière. Parce qu'il y a toute une génération de dominants qui, par ailleurs, et pour pas simplifier les choses, peuvent être dominés dans d'autres parties de leur vie. On peut être ouvrier et être dominant chez soi. On peut être victime du racisme et être un sale con sexiste. Donc il y a des gens qui sont dominés, et plus ils se sentent dominés dans une partie de leur vie, qui vont se défouler en devenant des dominants dans l'autre partie de leur vie. Et comme par hasard, ça tombe toujours sur la sphère intime, ça tombe toujours sur la sexualité, et à un moment donné, ça finit souvent par tomber sur les femmes. Et donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on assiste à des gens qui nous disent, par exemple, qu'ils ont redécouvert Dieu, alors qu'en fait, ils voulaient simplement dire « j'aimerais bien garder mes privilèges dans cette partie-là de ma vie ». Mais c'est tellement pas bien de le dire comme ça, de dire « non, vraiment, écoutez, je veux bien gagner moins d'argent, je veux bien que les inégalités sociales progressent, je veux bien me sentir pas bien, je veux bien me sentir sous-citoyen, mais je veux quand même pouvoir au moins dominer ma femme. Parce que sinon, j'ai plus rien. »
Alors évidemment, c'est pas qu'une affaire, tout ça est identitaire, mais dans la conversion aujourd'hui, à ce qui peut apparaître par exemple comme la religion la plus masculine ou celle qui octroie le plus de privilèges, de façon parfois d'ailleurs reconstruite, ce besoin de retrouver des privilèges de domination masculine joue énormément. Et à l'inverse, pour revenir un peu à l'actualité, à ce qui se passe et à ce qui nous réjouit, à l'inverse, place Tahrir en Égypte, quand tout un peuple est en train de vouloir s'émanciper ensemble, les questions de les femmes et les hommes d'un côté, ça ne rime plus à rien. Ça rime tellement plus à rien qu'on a assisté à des scènes incroyables sur cette place, de coptes et de musulmans priés ensemble, mais d'hommes et de femmes aussi priés ensemble, ce qui en Égypte était jusque-là totalement tabou. Mais en même temps, c'est la preuve que quand l'émancipation est collective, est enthousiaste, qu'il y a un élan, ce petit besoin de maintenir des privilèges, de maintenir une domination pour se remettre de ces frustrations identitaires ou politiques tombe. Donc ça veut dire que quelque chose est en train de tomber, peut-être. Moi, je voudrais vous donner la parole, mais juste avant, je voudrais soulever un dernier point qui nous concerne tous, mais je pense que peut-être Julia Kristeva, avec son expérience de psychanalyste, pourra avoir une explication. C'est la question de la calomnie. Je suis toujours absolument étonnée de voir que 31 ans après la mort de Sartre, 25 ans après la mort de Simone de Beauvoir, la calomnie est toujours là. La calomnie, on sait tous qu'on ne peut rien faire contre, sauf crier dans le désert, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais je vois des gens qui ne me paraissent pas être des suppôts d'extrême droite ou des catholiques intégristes qui m'expliquent que le vieux Sartre, après l'âge de 60 ans, avait des relations sexuelles avec des filles mineures et que Simone de Beauvoir lui servait de rabatteuse. J'en vois d'autres qui me prétendent que c'est écrit dans le livre de Patagonie de Claude Lanzmann, à quoi j'ai lu le livre de Patagonie à la loupe. Ça n'est pas là. On me dit c'est dans un autre livre de Claude Lanzmann. Mais il n'y a pas d'autre livre personnel de Claude Lanzmann. Alors d'autres aussi qui prétendent avoir lu le journal de guerre et la correspondance avec Sartre et qui récitent les 2 critiques négatives qui ont été publiées dans la presse disant qu'elle était mesquine, midinette, etc., etc. Et alors je me dis, bon, c'est peut-être le signe qu'ils sont encore vivants pour être attaqués de cette manière-là. Mais en même temps, je dois avouer que ça me met en rage et surtout que je ne peux pas comprendre cette persistance de la calomnie, de ces choses absolument fausses qu'on peut aller vérifier partout dans leur œuvre. Et qui continue. Je ne sais pas si j'ai une réponse sur la calomnie. Je pense que pour répondre à cela, il faudrait savoir exactement qui fait la calomnie et quels sont les intérêts que chacun défend en faisant cela. Parce que ça peut être des intérêts politiques, des intérêts sexuels, des intérêts narcissiques, des humiliations qu'on a subies. Mais votre question me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas encore abordé et qui est peut-être une des raisons pour lesquelles les calomnies se déchaînent. C'est-à-dire qu'ils ont créé un couple très bizarre, scandaleux, parce que pas conforme. Alors pourquoi pas conforme ? Parce que chacun avait à la fois une grande liberté sexuelle. Ils avaient eu, peut-être pas tout au long de leur vie, mais pendant une grande période de leur vie, une grande complicité à la fois sexuelle et intellectuelle. Par la suite, c'était probablement moins sexuel comme complicité, mais surtout une sorte d'entente qui consiste à construire le couple non pas comme une relation dominant-dominé, mais comme un lieu de débat. Et ça, faire d'un couple entre un homme et une femme le lieu d'un débat où on respecte le corps de l'autre et la pensée de l'autre, c'est quelque chose qui va à l'encontre des 2 schémas que nous avons, qui sont l'un qu'on appelle sadomaso, dominant-dominé, et Beauvoir, il faut le dire, est quelqu'un qui a voulu approfondir cette question de la domination et du sadomasochisme. Je vous conseille de lire son livre sur le marquis de Sade. Il est allé assez loin dans la compréhension de cette espèce de pulsion humaine qui va peut-être jusqu'à la calomnie aussi. Donc, il y a ce modèle-là de dominant-dominé, et puis il y a l'autre modèle qui est le couple romantique, Roméo et Juliette, tout va bien, Madame la Marquise, et qui est l'idéalisation. Oui, Juliette, ça finit mal. Hein. Mais oui, ça finit mal, mais ça fait une légende. C'est parce que c'est l'amour à mort. Non, ça finit pas si mal que ça parce que c'est l'idée que la société du spectacle nous propose. Il y a du couple idéal.
Et c'est la forme moderne de la religion. Vous parliez de Dieu tout à l'heure comme celui qui domine son esclave, mais il y a la religiosité qui n'est pas forcément la religion, et la religiosité qui croit, dur comme fer, que le paradis existe. Et le paradis, ça ne peut être que le couple qui s'entend de manière idéale. Alors, ceux-là, ils ont déconstruit cette idée-là aussi du couple. Le couple peut être un lieu de conflit, de cruauté, mais aussi de respect. Et ça, c'est quelque chose que j'appelle l'athéisme. La forme moderne de l'athéisme est peut-être aussi de maintenir le couple, c'est-à-dire une entente entre l'homme et la femme, parce que c'est jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce qu'il y ait des clonages ou des utérus artificiels, la survie de l'espèce. Donc, maintenir cette entente, mais ni sous la forme dominante-dominée, ni sous la forme de l'idéalisation. Et Sartre a une idée sur l'athéisme. Il dit « c'est une affaire cruelle et de longue haleine ». Mais déconstruire la religiosité jusqu'à sa racine, qui croit que papa et maman sont au paradis et tout va bien entre eux, et moi je peux être comme tel et comme eux, ça c'est quelque chose que leur génération a su faire. Évidemment, il ne s'agit pas de les répéter, on ne peut pas imiter cela, mais c'est une invitation à chacun de nous pour innover dans la création du couple de manière à ce que ce ne soit pas le refuge de la religion, mais une lucidité permanente. Et l'athéisme qui fait partie de l'humanisme va dans ce sens, mais c'est un combat de longue haleine. Peut-être que le calomnie va contre cela. Sûrement, oui. Je voudrais vous remercier toutes les quatre. Et vous tous, merci beaucoup.